Bonjour, ravi d'être avec vous. Alors bienvenue à cette deuxième conversation. On avait déjà démarré la matinée sur un autre sujet. Cette fois, on prolonge sur le thème de la culture avec cette question centrale, comment la culture irrigue les solidarités. Et puis est-ce qu'elle irrigue les solidarités? La formule, je vous la réexplique en deux mots. On a une intervenante spécialiste, expert, qui a travaillé sur le sujet, qui s'appelle Caroline Urbain, on va l'entendre dans un instant. Et puis on croise un petit peu les regards avec des porteurs, des porteuses d'expérience, des gens qui sont devenus artistes. On va vous entendre, Leslie, dans quelques instants, et ça va être chouette d'avoir votre témoignage. Et puis après, on dialogue avec vous. C'est vraiment une discussion, une conversation à ciel ouvert. On a une heure, c'est bien, mais ça passe vite parce que vous le voyez, il y a beaucoup d'intervenants autour de nous. Pour amorcer un petit peu la discussion avec vous, Caroline Urbain, on va déjà signaler que vous avez plusieurs casquettes qui convergent un peu vers notre thème du jour. Vous êtes chercheuse enseignante à Nantes Université. On dit comme ça maintenant, hein, on ne dit plus Université de Nantes, c'est Nantes Université. Membre du CESER, le Conseil économique et social et environnemental régional, et puis présidente de l'URIOPS, qui est une grande union d'associations de lutte contre l'exclusion dans le champ social, médico-social, et de protection de l'enfance, etc. Le terme URIOPS est tellement compliqué que je ne vais pas le dire, hein. Pour commencer, peut-être Caroline Urbain, de quoi parle-t-on quand on parle de culture? C'est un terme qui est parfois un petit peu à 360 degrés. Comment vous l'abordez, ce thème de culture? Alors, Parlez bien dans le micro. oui, c'est vrai, il faut mettre comme ça, là, Voilà, c'est voilà. parfait. C'est naturel, hein. Mais bon, on s'y plie. Euh, alors, pour répondre à cette question, je reviendrai sur le mot d'expert que vous avez utilisé tout à l'heure. Je pense que tous ici, on est experts pour apporter des morceaux de réponse à la question qu'on se pose. Donc ça, c'est un aspect vraiment très important. C'est-à-dire chacun a la connaissance, son expérience à apporter pour contribuer à répondre à la question. Donc voilà, ça c'est un préalable sur est-ce qu'il y a des experts et des non-experts. Ça arrive hein, en médecine, tout ça. Mais ici, tout le monde est expert. D'accord ? Pour répondre à cette question, c'est vrai que ce qui me tire, effectivement, c'est depuis 2008, et je recroise des visages du CCAS qui nous ont fait confiance pour travailler sur ce sujet d'accès à la culture et aux loisirs des personnes en grande précarité. Donc, pour répondre à cette question, soit on pourrait dire, je vais vous dire la culture ce que c'est, je vais vous dire la solidarité ce que c'est, et puis vous allez me dire, vous, de vos places, non, c'est pas le choix qu'on a fait. On s'est dit, on va écouter les témoignages, et à la suite de quoi, rapidement, on pourra se dire, oui, on comprend pourquoi le terme de culture fait débat, et dans quelle mesure et à quelles conditions il peut construire des solidarités. Voilà. Donc c'est le parti pris que j'ai posé, une introduction très courte qui pose une posture que je revendique. On peut la suivre ou pas, enfin on peut y adhérer ou pas, mais ça me semble très important par rapport à ces journées d'assises de la solidarité. Merci. Et en effet, on va faire notre tour d'horizon, à commencer par Anne-Gaëlle Goduchot, fondatrice, voilà, ça vous tombe dessus, fondatrice de la compagnie La Lune Rousse. Alors, vous avez lancé une démarche qui s'appelle Des histoires au bout du fil. C'est très singulier. J'étais censé l'essayer avant qu'on se parle, mais je n'ai pas eu le temps. Mais ça, vous allez comprendre de quoi il s'agit. On en parle en quelques mots, peut-être ? Quelques mots. Alors, je me lance. Donc, je suis Anne-Gaëlle Goduchot, artiste et responsable, en tout cas artistique, d'une structure de spectacle vivant. En pleine crise du Covid, on se posait la question de la solidarité, des solidarités, en réalité, un peu tous azimuts. À la fois, il y avait tous les collègues du spectacle vivant qui souffraient, à la fois d'un point de vue économique, parce qu'ils avaient
plus de boulot, et puis aussi d'un point de vue du sens, c'est-à-dire qu'on avait été décrété quand même non essentiel, et c'était assez douloureux pour certains d'entre nous. Et puis je lisais aussi toutes ces articles, ces études sur les conséquences dramatiques de l'isolement, de la solitude, et puis de la perte de sens. Et je me disais, au-delà des politiques publiques, au-delà de... nous, en fait, les artistes, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Voilà, comment on peut s'impliquer? Et nous, notre boulot, enfin, c'est discutable aussi, évidemment, mais en tout cas, voilà, j'assume ça, de dire que notre boulot, il est en rapport avec le sens. Et puis aussi, il est en rapport avec la joie. Et c'est pas rien du tout, ça, la joie. Alors, j'ai imaginé ça, qu'on pouvait créer une plateforme Internet, genre Doctolib, où on pouvait prendre rendez-vous gratuitement. Et ça, pour moi, c'était assez important, même si, évidemment, ça fait débat. D'un côté, une trentaine d'artistes professionnels du spectacle vivant de toute la région, des comédiens, des chanteurs, des artistes de l'oralité, comme moi, qui suis conteuse, et qu'on avait choisi à la fois pour leur qualité artistique avérée, mais qu'on avait choisi aussi, on a fait beaucoup d'essais sur comment on est capable d'être au téléphone avec quelqu'un et d'engager une conversation et d'être tout à fait dans la souplesse d'une conversation de une personne pour une personne. Et puis de l'autre côté, eh bien, qui veut, en fait? On s'est vraiment posé la question de cette histoire de solidarité. Est-ce que j'aime bien, moi, être du côté de ceux dont on dit qu'ils ont besoin d'aide? C'est pas sûr, c'est pas du tout sûr. Est-ce que j'ai vraiment, est-ce que je peux affirmer que j'ai besoin? Enfin, c'est délicat cette chose d'être un peu stigmatisé. Donc, on a ouvert les portes grandes avec, on demande rien en fait quand les gens s'inscrivent. On a une idée de l'âge, de la tranche d'âge, sans être trop intrusif, et puis de l'endroit géographique. Et puis voilà, les gens s'inscrivent, c'est à peu près maintenant 40% de particuliers. Et puis on s'est aperçu très rapidement que si on voulait que ça soit vraiment utile et que ça aille vraiment en direction de gens qui sont soit exclus pas tellement en rapport avec les spectacles, avec l'artistique, ni tellement en rapport les uns avec les autres d'ailleurs, enfin des gens qui avaient vraiment besoin de liens chaleureux, eh bien, il fallait qu'on s'appuie sur les associations, sur les CCAS, sur les espaces de vie sociaux, sur les centres socioculturels, enfin tous les gens qui font de la médiation et qui sont, eux, en relation avec les gens. Et voilà. Vous avez parlé de Doctolib, donc on prend rendez-vous, on se dit tiens, demain, je ça. crois que c'est vous demain d'ailleurs, dimanche. C'est ça. Voilà, on se dit je suis disponible de 11h à midi et on coche, on réserve. Ben, tu vas voir sur le site, tu tombes sur, d'abord, on avait envie que les gens puissent jouer la surprise. On peut aussi aller chercher des artistes particuliers ou des programmes. En ce moment, on est beaucoup sur le féminin. Mais voilà, tu dis tiens, demain à 11h il y a un créneau libre, je le prends, tu t'inscris et le jour dit, à l'heure dite, un artiste t'appelle. C'est une conversation de 1 à 1, sauf quand il s'agit d'enfants évidemment, parce que oui, c'est ouvert aux enfants à partir de 6 ans. Oui, certains artistes, pas tous, s'adressent à des enfants, et pendant les vacances scolaires, à Noël on a eu pas mal, pendant l'été on a eu pas mal. On s'est aperçu que le champ des gens qui prennent rendez-vous est extrêmement large. Ça va en effet des enfants de 6 ans jusqu'à des gens qui sont tout à fait en fin de vie, en passant par... on a découvert des choses qu'on ignorait totalement. J'ignorais, moi, la notion de burn-out parental, mais on a été vraiment en plein dedans depuis le début du dispositif. Des gens qui ont vraiment besoin d'un souffle d'air, au creux de l'oreille, et à la fois tous ces programmes se font complètement sur mesure, et les artistes, on a passé maintenant presque 1200 coups de fil, ça fait beaucoup, donc on a un peu de recul, et on s'aperçoit que on a des retours vraiment géniaux, des choses aussi à améliorer. Il y a des gens qu'on ne touche pas du tout, les étudiants par exemple, on n'a pas réussi encore. Et on s'aperçoit aussi, et moi ça m'intéresse que ça soit dans tous les sens, que ça serve, que ça nous serve, on s'aperçoit aussi que pour les artistes c'est vraiment une chose précieuse. Évidemment ils sont payés, donc il y a qui gagnent leur vie, mais il y a aussi que tout d'un coup on découvre quel sens ça a d'être en relation directe avec quelqu'un.
à qui on lit, on raconte, on chante quelque chose, qu'on met en relation avec une œuvre. Alors on essaye en plus de privilégier les auteurs, les éditeurs de la région, tant qu'à faire, Eh oui. pour faire circuler tout ça. Et pourquoi le téléphone? Pourquoi pas la visio Eh alors, ben, qui a été j'entendais tout usée à l'heure jusqu'à ce la truc corde? génial que j'ignorais comme concept, mais le droit à l'invisibilité, Ouais. c'est quand même vachement bien. C'est-à-dire que moi, on m'appelle, je peux être dans une chambre d'hôpital, je peux être en robe de chambre, je peux être n'importe, on me voit pas. Et il y a donc il y a ça. Et puis il y a aussi, pour en faire l'expérience régulièrement, parce qu'on se fait des points avec les collègues régulièrement, franchement, tu fermes les yeux, si tu as envie, tu es dans une proximité avec ce que tu entends, ton imaginaire décolle complètement. Et on s'est rendu compte que, moi je suis vraiment, il y a des artistes qui disaient « Oh, mais je peux proposer aux gens non de passer en visio ». Non, non. Et quelqu'un soufflé, pas besoin d'accès Internet. Du coup, le Pas téléphone besoin est un peu d'accès plus Internet, répandu. c'est le téléphone. Et en réalité, il y a une proximité, une intimité même qui s'installe avec juste la voix et le son, qui est vraiment tout à fait passionnante, à la fois pour celui, celle qui écoute, et à la fois pour celui, celle qui parle. Enfin, on parle tous, parce qu'on échange quand même dans ces coups de fil. Et à propos d'échanger, on va parler d'une autre initiative, Ouais. parce qu'il y a pas mal de Donc choses juste, évoquées. vous faites www.histoireauboutdufil.fr. Il faut que je vous dise un truc, parce que tout le monde se dit « Ah, mais je veux pas essayer, parce que je veux pas prendre la place de quelqu'un ». Je vous dis un truc, comment on dit, Un conseil, une astuce. ou une astuce. En fait, à chaque fois que sur une journée, vous voyez un onglet qui est complet, c'est marqué complet en rouge, ça veut dire que l'artiste, il est au bout du fil et il est payé pour la journée. Et franchement, s'il a un seul coup de fil à faire, il s'ennuie. Donc n'hésitez pas. Et en plus, vraiment, on a découvert que plus de gens ont essayé, plus ils peuvent en parler, plus ils peuvent être eux-mêmes médiateurs avec ton voisin, ta grand-mère, ta cousine. Voilà. Je passe le micro. On rebondit en effet sur une création partagée avec deux invités qui sont avec nous. On va vous emmener le micro, Gaël, si vous pouvez le faire, c'est parfait. Leslie Quentin est avec nous. Bonjour Leslie. Ça marche pas. Si, Ah, ça si, marche ça super marche. bien, on vous entend très bien. Coprésidente du collectif TCAP, et puis vous C'est êtes ça. venue avec, non pas votre garde du corps, mais Thibaut Perrin, qui va nous parler aussi de cette démarche de création partagée. Je signale juste que vous êtes sur des chaises avec un dossier, c'est plus confortable pour intervenir ce matin. Voilà. C'est quoi votre idée à vous alors? Vous êtes parti dans quoi? Je fais partie d'une association Yochem Yorum Ménage à Rosé. Et on a créé un groupe musical. Je me permets de signaler, j'aime, c'est un groupe d'entraide mutuelle. Oui, c'est ça. Qui se situe à Port-Rousseau à Rosé. Et alors ça ressemble à quoi cette création partagée? Comment ça? C'est quel genre? Est-ce que c'est du théâtre? Est-ce que c'est de la musique? Non, c'est de la musique avec des instruments adaptés au niveau du handicap. Et on écrit les morceaux ensemble. On est parti des mots au hasard et après on les a mis, on a trouvé un refrain et on les a mis en musique, quoi. Et ça ressemble à quel style musicaux? Pour avoir des repères. Je sais pas. Ouais, c'est un peu reggae, un peu de chansons françaises, quoi, disons. Voilà. C'est assez éclectique. Vous avez fonctionné seul, à plusieurs? C'était comment? On en a plusieurs. Avec quoi? Des artistes peut-être? Des chômeurs. Des chômeurs et on est 6, 7, 8. Si je peux préciser, il y a eu Ça augmente de il y a minute en eu- minute. C'est une intervention là, au départ du collectif TCAP, qui est venu intervenir sur ce projet musical de création partagée avec deux autres groupes qui ont travaillé de leur côté, dans leur structure, et puis Dominica qui a fourni un peu de matière artistique, musicale, avec une sorte de ping-pong avec lui donc dans la création partagée. Et au niveau du GEM, il y a donc un intervenant qui s'appelle Thierry Joseph là, du collectif TCAP,
qui vient une fois par semaine, le jeudi soir. Et puis on a créé le groupe. On a commencé, on a ouvert les portes de la salle de répète pour que les autres adhérents puissent entendre ce qui se passe, se familiariser, parce que c'est pas évident de se dire qu'on va devenir musicien du jour au lendemain. Sans doute encore moins pour des gens en situation de handicap qui n'ont pas eu de pratique musicale comme ça. Oui, parce que c'est une première pour vous, Leslie, Quentin. C'est ça. Hein Ouais. Vous n'étiez jamais monté sur scène avec un micro. Ah non, pas du tout. Et alors, ça donne quoi? Je suis fière de moi et puis j'ai réussi ce que je voulais faire. Je suis montée sur scène le 13 avril, je crois. Et je crois qu'en plus, il y a une 23. prochaine date. Et on joue à Stéréolux. Stéréolux le fin juin. Donc, il y aura un peu de track peut-être juste avant de monter sur scène. Bon, le track, ça va parce qu'il y a pas mal de répètes. On répète vraiment tous les jeudis soirs. On s'est mis à fond dans la répète. Donc, oui, le jour même, mais après, je sais pas trop. Puis une fois qu'on est parti, le track disparaît. Ouais, c'est ça. Peut-être parce qu'on a envie d'entendre aussi d'autres illustrations, mais je crois qu'il y a un élément important à signaler. Vous voulez modéliser ce genre d'expérience et vous avez édité un petit guide pour inciter d'autres gens à le faire, c'est ça? Ouais, le collectif TCAP, là, dans le cadre d'un projet européen, d'un financement européen, Erasmus+, là, essaye de modéliser des approches du handicap inclusives, quoi. Voilà, c'est l'idée. Donc, sur l'axe culturel, là, l'idée, c'est d'éditer un petit guide à destination des professionnels pour mettre en place des ateliers de création musicale, pas seulement de pratique musicale, mais aussi de création partagée, qui devrait être disponible, je pense, ces prochains mois. Voilà, donc on trouve tout ça sur le collectif TCAP. Et puis donc, là, c'est quand même un projet important puisqu'on va être plus de 25 sur scène là, avec Dominica. À Stéréolux le 20 juin à 19h. C'est gratuit, vous pouvez réserver vos places là sur Stéréolux, enfin sur la billetterie de Stéréolux. Il reste des places Et encore? je pense qu'il reste encore des Oui, places. on a rajouté, parce que du coup, jeudi, c'était complet. Et on a rajouté des places. Eh ben, on regardera ça tout à l'heure, Il y a de la hors place. micro. Juste un dernier mot sur ça fait changer le regard, vous trouvez, vous, Leslie, Quentin? Un petit peu sur les gémeurs, les fameuses personnes qui sont dans les groupes d'entraide mutuelle. Ça aide à changer? Un petit peu. Après, on reste des gémeurs. Enfin, voilà, quoi. Je suis pas une star. J'arrive pas à l'assaut en me disant, ah, je suis une star. Voilà. Non, on reste des gémeurs, mais enfin, voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. On continue le tour d'horizon avec Laure Coirier du collectif La Luna. Alors voilà, oui, le micro, on peut les faire circuler en effet. Laure Coirier, co-responsable du collectif La Luna. Vous travaillez sur des œuvres collectives depuis, alors pas la nuit des temps, mais presque. Ça a démarré, je crois, au XXe siècle, dans les années 90. Donc ça fait... Des dinosaures, je ne sais pas comment on le dit au féminin, parce qu'on est trois femmes, 3 plasticiennes, à travailler les arts visuels et arts plastiques. Et le collectif s'est créé en 1992, donc ça fait pas mal d'années qu'on expérimente collectivement. Et qu'est-ce qui vous anime, en fait? Qu'est-ce qui nous anime? C'est un désir déjà de nos 3 personnalités, en fait, qui sont différentes, complémentaires, des désirs d'artistes et de femmes, de mettre à l'épreuve l'expérience de l'art de manière collective, déjà pour nous-mêmes, en fait, pouvoir le vivre et le partager avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément des formations artistiques, qui viennent de tous les pays du monde, qui ont des histoires de vie très différentes, et comment collectivement, en fait, toutes ces vies, toutes ces pensées, ces intimités, qu'est-ce que ça peut générer comme forme artistique, en fait. C'est collectif et participatif, donc C'est avec ça. des habitants, pas C'est uniquement ça. entre artistes professionnels. Non, c'est ça. Des fois, on va vers le spectacle vivant et là, on a des collaborateurs et collaboratrices qui sont plus sur le mouvement, la danse, ou des musiciens. Et c'est aussi collectif, pas que dans l'artistique, c'est-à-dire qu'on est aussi beaucoup en partenariat avec diverses associations. Comme disait Anne-Gaëlle tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est les prismes, les vues différentes de ce qu'est la vie. Donc on est aussi en partenariat avec des associations de dynamisation, insertion, l'association Arlène, avec qui on est beaucoup partenaires, qui est là aujourd'hui.
Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est qu'on est tous des individus différents, on a des visions différentes de ce qu'est la vie, de ce qui est l'art, de ce qu'est la solidarité. Et c'est pour ça qu'il faut ces croisements en fait dans la société. Et dans votre approche, je crois qu'il y a une exigence. C'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour passer le temps. On se met au travail, c'est ça? C'est ce que disait Leslie, en fait. Dès qu'on passe à la scène, par exemple, ou à exposer dans un lieu d'art, c'est ensemble, on se met des enjeux. On n'a pas envie de montrer un truc qui est à moitié fait ou qui est à moitié répété. En fait, ça demande du travail. Et l'expérience de l'art, donner à voir ce que l'on réalise, à un moment donné, si on veut le partager à un public, on ne veut pas se mettre en mode d'échec, en fait. Donc l'exigence qu'on porte, nous, pour nous-mêmes en tant qu'artistes, on la transmet à ceux qui participent avec nous. Et les participants, comme disait Leslie, ont à cœur aussi de répéter, de vraiment être au top après pour la restitution publique, en fait. Avec un recul de 30 ans, qu'est-ce que ça génère, alors, toutes ces œuvres collectives et participatives? Alors du coup, je vais parler à la place de ceux qui viennent collaborer avec nous, mais on a fait un peu un cahier d'acteurs aussi pour les journées, là. Donc on a un peu de parole. Ce qui nous est dit, c'est que on travaille beaucoup sur l'estime de soi. Et je pense que par les temps qui courent, c'est hyper important. On parlait de la jeunesse tout à l'heure, on voit que les jeunes vont hyper mal parce que je pense que notre société a quand même fabriqué, donc on est tous co-responsables de ça, mais des modèles de réussite de vie. Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? Qu'est-ce que c'est que d'être productif? Et que du coup, l'art permet justement de re-questionner aujourd'hui, et la jeunesse a aussi beaucoup besoin de ça, ce serait quoi réussir notre vie en fait? Et ce serait quoi être solidaire? Et je crois que la solidarité aujourd'hui, elle est hyper importante pour ça, parce que je pense qu'une des issues pour arriver à vivre ensemble, ce sera vraiment la solidarité. Et ça y contribue, ce que vous faites? Oui, je pense que c'est déjà être ensemble, donc confronter nos visions, confronter nos désaccords aussi. C'est à un moment donné faire société, c'est ça. Et l'art permet justement d'aller toucher aussi, retravailler aussi qu'est-ce que c'est que l'instinct, puisqu'on est dans une société qui nous coupe beaucoup justement de ce qu'on porte chacun, de notre instinct, qui en fait est hyper riche et créatif et qui permet des fois d'apporter des solutions aussi. On continue notre tour d'horizon. Merci beaucoup pour vos éclairages avec Yannick Jolivet, qui a déjà un micro. Alors, il faut savoir que Yannick Jolivet va nous parler de la chorale au clair de la rue. Il est arrivé avec 1 heure d'avance, donc je pense qu'il a envie de nous dire plein de choses. Yannick, cette chorale qui va se produire aujourd'hui, d'ailleurs. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Oui, bon, voilà, je vais vous raconter vite fait le parcours de cette histoire. Comme toute belle histoire, elle commence par une rencontre. J'ai rencontré un gars qui faisait la manche en tenant la porte du parking. Alors, Yannick, posez donc le micro sur votre menton, il bougera moins. Oui, mais il y a du velcro là. Il faisait la manche sur un parking de Talensac, et comme bon Nantais, tous les dimanches, j'allais chercher mes huîtres. Et on parlait de la pluie, du beau temps, je lui donnais une petite pièce, et puis c'était un mec très sympathique et communicatif. On sentait qu'il avait beaucoup de communication. Et de fil en aiguille, un jour, j'arrive le dimanche, il me dit tu me fais chier à parler du soleil et de la pluie, moi j'ai d'autres emmerdes. Il dit je viens d'enterrer 3 copains en 15 jours, et ils sont seuls, c'est les gars de la rue, et on les emmène au cimetière, les pompes funèbres les déposent au cimetière de bonne heure, comme c'était l'hiver. Le soleil n'était pas encore levé. Et là, il dit, j'avais l'impression d'enterrer un chien, quoi. On met le mec dedans, le cercueil dedans, on met la plaque dans le quartier des indigents. Et puis, pas un mot, pas une chanson, rien. Puis alors, je dis, pas une chanson. T'as plein de copains dans la rue qui chantent pour avoir un brin de monnaie. Toi qui es la communication de la rue, tu peux peut-être trouver des chanteurs, et on pourra les chanter pour rendre un hommage aux personnes qui décèdent. Et c'est comme ça que et ça c'est a démarré. Comme ça. Donc on a largué les amarres de la porte du parking, et on est parti dans l'aventure, on en a chanté. Alors je vous dis vite fait, le premier enterrement, on était 3 à chanter. Il y avait le Gaulois, Bibi devant le cercueil, et le 3e n'était pas là. Et quand le Gaulois, donc Serge le Gaulois, qui est décédé, mais qui était ce monsieur dont vous parlez. Oui, qui était à Talensac. Oui, à Talensac. Alors, c'était un ancien patron pêcheur. Il avait son propre bateau. Enfin, il a bouffé la vie par les 4 bouts, et il s'est retrouvé en tôle pendant 15 ans. C'était donc pas rien. C'était un petit bandit quelque part, mais c'était un personnage extraordinaire. Et c'est grâce à lui si la chorale existe aujourd'hui. C'est pas moi.
Enfin, j'étais au départ, mais c'est lui qui l'a créé parce que c'est lui qui avait la communication de la rue. Pour aller voir recruter des gars de la rue, c'est pas simple. Oui, surtout que le salaire n'est pas bien épais. Oui, C'est et vraiment- oui, pour les recruter, oui, il faut avoir. Donc voilà, et on a fait donc premier enterrement, c'était à la chapelle de la morgue là, de l'Hôtel Dieu. Le troisième n'était pas arrivé, et puis quand on a commencé à chanter l'Auvergnat, tous les deux, alors il faut voir parce qu'aucun des deux ne sait chanter, mais on chantait. Et alors la porte s'est ouverte, on a vu notre Michel arriver avec son grand manteau gris, le litron de rouge qui sortait, qui est venu nous accompagner autour du cercueil. Voilà notre premier enterrement. Et depuis, depuis 12 ans, ça fait 370 et quelques enterrements que l'on fait. On va préciser que vous chantez aussi en dehors des enterrements, parce que Ah oui, 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 ça ne se oui. résume pas à ça. Non mais notre objectif premier, c'est quand même d'accompagner les morts de la rue ou de la solitude. Parce qu'aujourd'hui, la précarité, on la voit dans la rue, ça c'est vrai. Mais la plus grande précarité aujourd'hui, nous on le ressent, c'est l'isolement dans les appartements et ailleurs. C'est l'isolement. L'isolement, c'est une des plus grandes précarités qui existent. Et qu'est-ce qui se passe du coup quand vous chantez? Parce que j'ai été témoin de plusieurs moments de chorale. C'est vrai que vous chantez pas toujours juste, mais c'est pas grave. Ah en fait, ouais. c'est pas grave. Non mais si, je viens comme appuyer dessus, sur notre chant, on a eu un article dans le Canard enchaîné, c'est quand même pas mal. Et le journaliste dit c'est la seule chorale en France qui chante faux, mais dont le ton est juste. Ah, Et ça c'était notre. bravo. Voilà, donc on peut vous affirmer qu'on chante faux. Mais ce soir, vous allez voir, on chante bien. Alors il nous manque un accordéoniste qui est un mec extraordinaire, un bénévole extraordinaire, qui fait plus de 100 km tous les jeudis pour venir nous accompagner. Et là, il accompagne sa maman à mourir dans le Morbihan aujourd'hui, donc on ne le verra pas ce soir. Mais on a quand même quelqu'un de la chorale qui est dans la grande précarité, on lui a acheté une guitare, il a appris la guitare et je peux vous dire que notre plus grande satisfaction, c'est de voir les personnes en grande précarité qui retrouvent une dignité à chanter ou à jouer un instrument. Ça, c'est formidable. J'en ai les larmes aux yeux. J'ai eu un problème, j'ai une incontinence lacrymale due à un AVC. Je suis très, très émotive et à chaque fois que je vois quelqu'un. On a aussi une chanteuse qui a un handicap d'élocution. Elle va chanter ce soir, normalement. Et cette dame, quand on parle avec elle, on ne comprend rien. On peut pas. Par contre, quand elle chante, c'est Mais clair. quand elle chante, elle chante faux, mais on comprend. Voilà. Alors venez nous voir ce soir parce que je veux dire, Alors, c'est où et à quelle heure? c'est à 18h. 18h au T'as Solilab, pas- hein, c'est ici. hein. Ah ben, on peut en prendre un s'il y en a. Voilà, on peut se joindre à la chorale. c'est Voilà. ça, hein. Donc vous voyez, cette Même si on histoire- chante juste, oui. Ah oui, oui. Alors d'une part, il y a une chanteuse professionnelle qui va venir, qui est venue me voir un jour, elle me dit, Monsieur Jolivet, j'ai écrit une parole d'une chanson, mais je ne connaissais pas cette chorale et c'est sur Internet que j'ai vu le reportage. Elle s'appelle Jean-Michel, cette chanson. Jean-Michel, c'est un gars de la rue qui a vécu, écoutez-moi bien, 6 ans dans les box des chevaux de course à l'hippodrome de Nantes. C'est-à-dire son dortoir, c'était la paille, les chevaux ne étaient pas là la nuit, il dormait là. Et Jean-Michel, c'est un mec extraordinaire. Il ne sera pas là non plus parce qu'il est dans un EHPAD. On a beaucoup de malades aujourd'hui, on a un public très, très, très fragile. C'est terrible ce public, mais c'est tellement grand quand on les voit chanter. Et je vous assure qu'on remue les foules. En effet, et donc ce soir, 18h. Oui. Yannick, je voudrais qu'on entende Chloé Lebaille pour parler des cafés culture, mais restez dans le coin. Oui, alors, parce que Yannick Jolivet est donc venu 1 heure en avance, vous avez bien fait, on vous a entendu, mais il faut parler un peu de ce réseau de cafés culture avec le collectif Barbare, lancé là aussi au 20e, je crois que c'était en 99, donc il y a un petit peu de recul. On rappelle peut-être qu'un café culture, comment on définit d'ailleurs un café culture ? Je pense que ça va aller dans la suite de ce qu'a dit monsieur. C'est un lieu où justement on se rencontre et on n'est plus isolé. Et comme nous aussi, non essentiels, nous avons été fermés pendant de longs mois et stigmatisés pour beaucoup d'entre nous. Et les réflexions qui nous ont été rapportées par nos clients ou la population, alors peut-être moins à Nantes que c'est une grande ville, mais sur des petites villes où on n'a qu'un seul bistrot, on nous a dit « mais moi j'ai pas envie qu'on se rencontre qu'à l'église et au cimetière ».
Et ça nous a beaucoup plu parce qu'au final, nos bistrots qui sont ouverts 2 jours et 2 nuits, pour beaucoup de personnes qui sont isolées, et c'est beaucoup de nos clients, et c'est le lieu de passage. C'est le petit café du matin au petit blanc. Et finalement, derrière un comptoir, le patron ou la patronne du bar, c'est pas qu'un débitant de boissons, un vendeur d'alcool, c'est surtout quelqu'un qui est là pour échanger. Donc on est aussi éducateur, assistant social, psychologue, plein de choses. Et quand nous avons été fermés, ça a été assez criant. Si nos lieux n'existent plus, où est-ce qu'on se rencontre? Et après, derrière, c'est autre chose que les personnes en grande précarité ou en précarité. En fait, c'est aussi les artistes, où est-ce qu'ils jouent, qu'on soit amateur, professionnel, où est-ce que la vie se passe. Parce que les cafés culture rayonnent bien au-delà des publics les plus vulnérables, comme on dit vulgairement. Hein. C'est ça la solidarité aussi pour vous? C'est tout le monde, quoi. Complètement, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure aussi. Moi, je pense qu'il faut que nous, le discours, c'est pas solidarité, grande précarité, même si dans nos lieux aussi, on travaille beaucoup, nous, à redorer l'image du bistrot, où c'est un lieu citoyen. Donc, on peut travailler avec le Carillon. On a beaucoup de gars de la rue qui viennent autour de Talensac, d'ailleurs, pour recharger leur téléphone, aller aux toilettes ou boire un verre d'eau, mais c'est aussi un lieu de nuit. Donc on peut travailler avec d'autres associations comme Médecins du Monde, Paloma, avec les femmes aussi qui sont des travailleuses du sexe et qui peuvent être confrontées à des problèmes difficiles lorsqu'elles sont aussi isolées dans la rue. Et après, c'est toute la population. Et le Covid, il a dit ça, en fait. C'est que la solidarité, ça doit dépasser les aspects de grande précarité, de précarité. Et si on voit la crise actuelle, je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont en précarité aussi financière aujourd'hui, notamment la classe moyenne, où on n'était pas habitué à ça. Et il faut dépasser ça, en fait. Ça doit être une notion de comportement, de bien-être, de vivre ensemble. Et c'est ce qu'on défend dans nos lieux, en tout cas. Et vous avez très mal vécu cette période de confinement avec cette étiquette de non essentiel. Vous voulez réagir, Leslie? Non. Est-ce que les gens reviennent, là, dans les cafés culture? Alors, les gens reviennent le jour. Voilà. Il y a cette envie d'être ensemble. Et le soir, c'est un petit peu plus compliqué, toute génération confondue. Par contre, la population revient lorsque on organise justement des concerts, on organise des moments, et on a ce sentiment-là qu'il y a une envie de vivre des moments exceptionnels, de plaisir, de partage. On vient moins pour juste boire l'apéro. On vient parce qu'il y a un événement culturel en l'occurrence, donc c'est ce que nous on essayait de proposer et on continue à proposer, mais ça c'est une réalité sur toutes les villes de France. Hein. Ça l'était déjà avant Covid, mais là ça l'est de manière encore plus criante, et on pense que les pratiques artistiques et culturelles elles ont changé. Et si on parle avec des directeurs de théâtre de Nantes ou autres, les frais de salles de spectacle, on a cité Stéréolux tout à l'heure. À l'heure actuelle, le public n'est pas revenu. Les cafés culture sont liés à la rencontre, on l'a dit, le petit café, le petit blanc, mais aussi à la fête. Pendant 2 ans, quasiment 1 an et demi, il n'y a pas eu vraiment de fête pour les jeunes gens qui arrivent à l'âge adulte. Ça a un impact, ça change un peu les choses sur la dimension solidaire de nos villes? C'est ce qu'on a constaté. Donc j'aurais pas aimé avoir 20 ans en 2019. Je pense que pour cette génération, ça a été très très difficile, et les impacts, on va les avoir là. Nous, on a beaucoup d'étudiants qui viennent donc en café et en club. Là, par exemple, vous avez le warehouse l'autre côté de la voie ferrée. Et donc, on n'a pas eu tous ces 18, 19, 20, 21, 22, 23 ans où la fête, c'est structurant, en fait, pour nous. Enfin, en tout cas, c'est notre avis. Des personnalités, c'est des moments, enfin, vous l'avez tous vécu et toutes vécu, où vous avez des enfants. On transgresse, on vit des choses, et ça a un impact en fait sur les personnalités. Et ça, cette génération ne l'a pas vécu. Et là, nous, on voit les dégâts de ça. Parce qu'il y a eu énormément d'isolement, de frustration. Et nous, du coup, on le voit dans les comportements à risque, et notamment avec la suralcoolisation, avec la drogue, donc maintenant GHB, etc.,
d'autres drogues actuelles. Et donc, voilà, le comportement, il est étrange, quoi. Et là, il y a eu, vous avez dû peut-être voir dans les journaux, les phénomènes de piqûres qui sont partis de Nantes. Et en fait, là, il n'y a rien, en fait. Il n'y a jamais eu de drogue. On travaille avec le procureur de la République de Nantes, la police, etc., le CHU. Et en fait, il y a une psychose dès que les jeunes femmes, elles rentrent. Et alors, elles ont souvent trop bu, hein, donc j'ai oublié ma soirée, donc je me suis fait droguer. Voilà. Et voilà. Et donc après nous, voilà, donc on est restigmatisés, responsables de ça, alors que et ça on n'avait pas ça du tout avant le Covid, quoi. Bon après avec les réseaux sociaux, etc. Mais ce que vous dites, c'est que vos lieux, les cafés culture, ont un rôle d'accompagnement dans un rite un peu initiatique. Oui, de la fête, parce que voilà, la fête, c'est un acte constitutif, et elle a besoin d'être encadrée par des professionnels, régulés. Et on l'a vu que là, voilà, pas d'encadrement, ça a des conséquences psychiques même et philosophiques sur les gens, quoi. On rebondit avec votre voisine pour parler de Carte Blanche, Anne Tignon. Là encore, alors, une dizaine d'années de recul sur le dispositif Carte Blanche, lancé par la ville de Nantes, donc il y a 10 ans, oui c'est ça, hein, cette année. Au départ, il y avait un pari, c'était de favoriser l'accès à la culture et aux loisirs. Et le pari, c'est de dire que tout ça favorise l'inclusion. C'est un peu... Je résume bien ? Oui, tout à fait. Eh ben, merci. Non, le souhait de la ville de Nantes, c'est justement de permettre à ses habitants, nantaises et nantais, de pouvoir participer à la vie culturelle et sportive et artistique de la ville, que chacun a sa place, et que, de par ses activités culturelles, sportives et de loisirs, on participe en fait à la citoyenneté de ces personnes-là qui se sentent habitants nantais, comme tout à chacun. Donc effectivement, Carte Blanche s'est mis en place pour répondre à cet enjeu, et plus particulièrement pour les personnes qui peuvent être en précarité financière. Donc c'est un accès, par exemple, moins cher à certains spectacles. Exactement. En fait, Carte Blanche, il est construit. C'est une carte qui est délivrée à titre individuel. Et cette carte, voilà, sous conditions de ressources et sous conditions administratives, elle permet de bénéficier de tarifs réduits auprès d'une soixantaine de partenaires culturels et sportifs qui ont adhéré à Carte Blanche, qui partagent les valeurs de Carte Blanche et qui souhaitent eux aussi faire venir le maximum de personnes et tout public dans leurs locaux et participer à leurs événements culturels ou sportifs. Ça répond aux freins financiers. Il y a aussi l'accompagnement, la médiation, c'est ça ? Exactement. Donc il y a le volet individuel, ce dont on vient de parler, et effectivement il y a le volet médiation. Parce qu'effectivement, ce qu'on s'est aperçu, c'est que pour une partie des Nantais, le frein financier faisait qu'effectivement, c'était compliqué de pouvoir sortir en famille ou aller voir une pièce de théâtre ou participer à un match. Mais voilà, pour l'idée de la médiation, c'est de travailler avec les associations qui sont en lien avec les habitants. Et l'idée est de pouvoir travailler avec les associations, que Carte Blanche, ce soit un outil pour eux dans leur accompagnement et dans la prise en charge du public qu'ils accueillent. Tout à l'heure, j'ai entendu estime de soi, confiance en soi. C'est toutes ces questions-là en fait, que les associations, structures de la ville, du département, du CHU, quand ils sont en lien avec ce public-là, on sait que participer, sortir à des événements, participer à une exposition, on travaille aussi la création de liens, le renforcement du lien, permettre aux gens de se dire moi aussi j'ai droit en fait, à vivre des moments de plaisir, à vivre des moments culturels. C'est vraiment l'idée, c'est de faciliter le travail des associations sur le terrain, au quotidien, pour vraiment aller chercher ces personnes qui ne s'autorisent pas toujours à s'inscrire sur ce type d'événement ou de sortie. La mayonnaise prend, ça fonctionne ? La mayonnaise prend. Alors, je n'ai pas beaucoup de recul, j'ai que 2 ans sur... Il n'y a plus de moutarde. Oui, il n'y a plus de moutarde, donc il faut faire autrement maintenant. Ouais, alors effectivement, comme mes collègues, la crise sanitaire est venue perturber un petit peu tout ce travail-là. Comme disaient les associations, ils ont vu les personnes qui fréquentaient leur asso partir et pas forcément revenir. Donc c'est un travail de tous les jours, de longue haleine, pour que ces gens reviennent, soient de nouveau en confiance.
voilà, on n'a plus les jauges, enfin les contraintes de jauge, on n'a plus les contraintes de passe sanitaire, donc ça facilite aussi. Maintenant, c'est des personnes qu'il faut rassurer, accompagner, et effectivement, ça reprend petit à petit les associations du réseau, dont fait partie le GEM, se sollicitent de nouveau les ressources culturelles et sportives qui sont proposées par les partenaires de la ville. Oui, c'est aussi l'accès. On peut aller voir un match de volley. Voilà, les gros clubs sportifs de Nantes Métropole, effectivement, jouent le jeu aussi. Sont partenaires de carte blanche. Vous vous souvenez que ma voisine, il y a environ 40 minutes, Caroline Urbain disait bon, on parle des initiatives et après, je dirai ce que j'en pense un petit peu pour entamer la discussion. Merci beaucoup pour carte blanche. Alors, est-ce que vous avez assez de matière? Parce que vous prenez plein de notes depuis tout à l'heure. C'est pas la matière qui manque, hein. Je vais vous dire. On commence par quoi? Alors, moi, je commencerais bien par la question de la solidarité. Parce que la question, c'est comment et en quoi la culture irrigue la solidarité. Donc, ce que vous nous avez montré, c'est le lien que vos propositions, on va appeler ça comme ça, d'accord, pour créer entre des personnes, pour, comment dirais-je, pour faire de la relation. Donc ça, c'est quand même une des définitions de la solidarité. C'est-à-dire la construction d'une relation entre des membres d'un groupe social. Hein, si on reprend... Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien que ça crée de la solidarité. La question que ça pose, c'est au sein de quel groupe social, hein, parce que, après, si on reprend la culture, ça va faire sens, ça va créer du plaisir, de la sensation. Je parle culture, je ne parle pas de l'art, hein, mais qui va être partagé. D'accord ? Donc la question, c'est ça crée de la solidarité entre qui, hein, une forme de réciprocité, de construction de la relation. Et ce qui me semble intéressant, c'est de se dire, on va imaginer, j'aime bien le mot imaginer, une proposition culturelle. Est-ce que j'ai envie que ça crée de la solidarité ou pas, et laquelle, et entre qui, d'accord ? Et je trouve que quand vous avez dit, au début, alors moi je suis au taquet, hein, sur tout d'ailleurs, sur le Doctolib. C'était Anne-Gaëlle Goduchot pour Voilà. les histoires au bout du fil. Voilà, oui, les histoires au bout du fil, mais j'aime bien un petit coup provocation Doctolib, il n'y a pas que Doctolib, d'accord. Au début, c'était la solidarité entre artistes. On n'a plus de boulot, parce que c'est ça, à l'origine, la réciprocité, c'est contre un risque collectif qu'on doit affronter, d'accord ? Puis après, c'est intéressant, parce que du coup, le fait de faire ça, ça a fait glisser vers un autre groupe social. De dire, ah bah ouais, tiens, c'est super, parce que finalement, on arrive à créer de la relation avec les gens qui nous écoutent, etc. Donc, voilà pour... alors, je pourrais reprendre vraiment beaucoup de choses, hein, mais on voit bien que se crée de la solidarité. La question à se poser, c'est entre quel groupe social ? Parce que, effectivement, la culture va produire... Alors, il peut y avoir deux grosses définitions de la culture. UNESCO d'un côté, Malraux de l'autre. On pourra revenir. Ouais. Alors, l'UNESCO, c'est vraiment quelque chose d'universel. C'est les éléments matériels, symboliques, qui vont se construire au sein d'une société. Hein, donc, extrêmement large. Malraux, c'est plutôt le fait de dire, au cours de l'histoire, se créent des œuvres qui sont universelles, extraordinaires, et l'idée, c'est de faire partager ces œuvres au plus grand nombre. Et est-ce que ces deux définitions différentes irriguent de manière différente les solidarités ? Bon, alors là, on n'a pas que 10 minutes. Hein. Non. Mais, pourtant, on n'a que 10 minutes. C'est vrai que, si je fais court, c'est vrai que la définition large de l'UNESCO, c'est justement, c'est à travers les relations et le partage entre les membres que se construit la culture. D'accord ? Et puis Malraux, c'est plutôt, alors le mot est fort, hein, on va décréter ce qui fait culture et on va le faire partager. Voilà, et ce qui fait œuvre, art et culture. Voilà.
Donc vous dites, Caroline Urbain, avant tout la rencontre, la relation, c'est ça qui va nous intéresser pour nos défis sur la solidarité. Voilà, on est aux assises de la solidarité. Peut-être que ça serait un autre espace, on prendrait le problème autrement. Ouais. Mais c'est ça. Alors après, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait on construit quelque chose qui va faire sens au sein de ce groupe social. Et c'est hyper important de se dire, mais finalement, je touche quel groupe social, hein ? Parce que on est tous dans nos groupes sociaux, tranquilles, on partage des codes, des langages, d'accord ? Alors c'est à la fois de la solidarité intra, mais après qui peut exclure. Soyez solidaire du micro. Oui, parce que, voilà, je suis solidaire de la technologie, voilà, qui en a bien besoin. Donc il y a ça. Moi, j'ai aimé aussi le côté, à la fois, ça fait sens, il y a quelque chose quand même de très cérébral là-dedans. Hein, enfin, on réfléchit sur un truc, est-ce que ça fait sens ? Et le côté très sensoriel, affectif, émotionnel, qui crée quelque chose. Donc, on va voir, quand je me lance dans quelque chose, où est le curseur ? Qu'est-ce que je cherche ? Et que dire alors des initiatives non préméditées ? Je repense à la chorale au clair de la rue. Vous le disiez, Yannick. On se lance, quoi. Enfin, il y a quelqu'un. On ne veut pas qu'il meure dans l'indifférence. On chante. On ne sait pas où on va, mais on y va. Là, ça c'est vraiment, ça part d'une question de la relation à l'autre. Je croise quelqu'un à Talensac qui est dans la rue. On discute. Donc, il y a une forme de solidarité, puis de dire, OK, je n'ai pas envie que tu me parles du beau temps, parce que je suis autre chose que ça. Donc, du coup, le fait de vouloir faire solidarité, on va trouver, je vais dire, un prétexte. Et le mot, il n'est pas du tout péjoratif. Qui va faire qu'on va discuter de choses extraordinaires, un peu par rapport à mon quotidien. Hein ? Donc, voilà ce que ça nous apprend, cette expérience. La notion de fragilité aussi. Vous l'avez bien tous dit, Covid, état de santé, finances, d'accord ? Il y a aussi bien avoir conscience que c'est quelque chose de très fragile, donc dont il faut prendre soin aussi. Hein ? Bon. Et puis, que pourrais-je vous dire ? Plein de choses. Plein de choses. On va faire circuler les micros peut-être, parce que voilà. j'entendais alors, deux petits bons mots, j'ai adoré. Oui, allez-y. C'est le groupe social. Alors, j'ai adoré mais vous l'avez dit avec un clin d'œil, comme tout bon Nantais. C'est hyper intéressant ce terme-là, d'accord ? Parce que alors, comme tout bon Nantais, pour aller chercher les huîtres, c'était ça. Par exemple, la phrase entière. Il y a une espèce de code, des choses comme ça, implicites, mais c'est quand même hyper fort ce que vous avez dit. Hein. Puis un autre petit mot, puis après, j'ai adoré aussi, il ne faut pas qu'il y ait que l'église et le cimetière. Alors, c'est intéressant parce que dans une culture que peut-être les plus anciens de nous connaissent, dans l'argot, l'église, c'était le bistrot, en fait. D'accord ? Pour ceux qui ont lu des vieux comme Céline, très controversés en termes de... Mais voilà, l'église, dans l'argot, je vais à l'église, c'est je vais au bistrot, en fait. Ouais, d'accord ? C'est ça. Bon, le petit clin d'œil. Bon, les églises culture. Bon, vous pourrez changer de nom, peut-être, Chloé. Alors, qui veut réagir ? Est-ce que Leslie, Quentin, vous vouliez réagir à ce qu'on vient de dire ? Non, pas tout de suite. Voilà, vous levez la main et puis on apporte un petit micro. J'entendais tout à l'heure des gens qui parlaient de la cloche. Vous voulez nous... Alors, attendez, on amène le micro. Peut-être que celui-ci... Alors, voilà. Pioche fait partie des... Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Reformulez la question en entier. C'était pour savoir quels bars étaient les bars culture barbare, c'est ça ? Ouais. Est-ce qu'on peut donner quelques repères sur les bars qui sont membres de ce collectif, c'est ça ? Parce qu'en fait, moi, je suis bénévole à l'écoute de la rue, et donc il y a beaucoup de gens à la rue qui vont tous les soirs au bar Pioche en attendant d'avoir des repas. Donc, qui est dans le quartier de Talensac, je crois. Hein. Alors, regardez, on va peut-être faire... peut-être Chloé Lebaille, si vous pouvez nous apporter une réponse. Donc nous, on est une fédération nationale, mais on est né à Nantes en 99. Voilà. Et à Nantes, on a plus d'une centaine de bars qui sont dans le réseau. Donc Pioche est le président actuel du réseau Nantes-Pays de la Loire. Et donc avec la ville de Nantes, il y a plusieurs années, on avait développé une initiative qu'on avait appelée Café Citoyen, où donc sur certains de nos lieux, il y a un petit macaron Café Citoyen.
C'est en lien aussi du coup avec le carillon, la cloche, où l'idée c'est de, même si par nature tous les lieux qui sont dans culture barbare, voilà, c'est une philosophie aussi d'action, de code, de culture, avec un S. Voilà, les personnes qui viennent dans nos lieux, voilà, c'est des lieux où voilà, il y a une certaine éthique, voilà, de convivialité et de solidarité, quoi. Et donc le petit macaron Café Citoyen fait que, alors pour notamment, alors voilà, les personnes en grande précarité savent qu'ils peuvent venir librement. Nous, notre première demande, c'est Internet et recharger son téléphone. Et voilà, ils peuvent aussi boire de l'eau, utiliser les toilettes. Voilà. Et donc à Pioche, il y a beaucoup de gens qui viennent. Et après aussi la nuit, parce que comme nous, nos lieux sont ouverts jusqu'à 2h du matin, voire 4h du matin, l'idée aussi, c'est pour les personnes qui peuvent avoir des soucis XY, notamment des jeunes femmes, elles savent qu'elles peuvent, c'est des lieux refuges, on va dire. Parce qu'on va dire le service public, la nuit, bon, à part la police et l'hôpital, les pompiers. Oui. Mais l'idée, c'est d'avoir aussi ces lieux-là. Donc après, là, maintenant, on travaille beaucoup avec aussi des associations qui défendent aussi, qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles. Donc on va travailler avec les Catherinettes à Nantes, par exemple. Enfin voilà, il y a tout un dispositif où les personnes, les lieux safe, maintenant on dit, pour les nouvelles générations. Est-ce qu'il y a toujours les consommations en attente ? Le fait de payer d'avance 2-3 verres, café solidaire, ça marche encore ? Sur certains lieux, oui. Après, je pense qu'à Pioche, ils le font. Mais oui, il y a certains lieux qui font ça, quoi. Oui, ça existe. Parce que la chorale, excusez-moi, a créé une fédération nationale pour créer d'autres chorales en France, sur le même thème. Et le président de la fédération, c'est lui qui a institué à Nantes approchez le micro, le café suspendu à Nantes. Ouais. Pour la pharmacie, pour le pain, pour tout, quoi. Voilà. Et donc ça continue. Oui. Ça se tend à se développer aussi avec les partenaires culturels. Par exemple, le cinématographe, il y a possibilité pour les personnes qui viennent au cinéma de laisser des places gratuites. Et ces places, après, sont accessibles à des personnes en situation de vulnérabilité. Donc c'est vrai que dans le milieu culturel, c'est aussi quelque chose qui... D'ailleurs, on ne l'a pas dit à propos de carte blanche, les tarifs réduits sont le fait des structures elles-mêmes. Il n'y a pas de subvention. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les partenaires culturels et sportifs proposent un tarif réduit, mais la ville derrière ne compense pas financièrement cette baisse de prix. C'est vraiment un choix volontaire de leur part. Et c'est quelque chose qui est travaillé justement avec les collègues de la direction culture et art dans la ville et la direction des sports de la ville de Nantes. Voilà, c'est vraiment, carte blanche, c'est vraiment un outil qui est travaillé avec toutes les directions de la ville, avec tous les partenaires, pour que ce soit vraiment une démarche volontaire de chacun. Je crois qu'on souffle derrière moi quelque chose, mais on va vous amener un micro. Leslie, j'ai l'impression... Voilà, vous en avez un, merci. On peut vous l'emprunter, voilà. Bonjour. Alors justement, je suis l'une des directions partenaires puisque je travaille à la direction culture et art dans la ville. Véronique Guillot-Leroux, je suis responsable de la mission Action culturelle. Et je voulais réagir justement sur ce que disait Anne Tignon. Alors effectivement, il y a les acteurs culturels qui sont volontaires pour l'engager, notamment aussi les acteurs privés comme le 14A, mais aussi les structures culturelles, elles sont conventionnées avec la ville. C'est aussi dans le cadre de ce partenariat et de cette convention qu'elles s'engagent aussi à inclure toutes les personnes du territoire et notamment celles qui sont en fragilité ou effectivement avec des ressources plus précarisées. Et c'est important aussi que ça participe pleinement de ce projet culturel de chacune de ces structures, en tout cas pour la ville. Oui, les subventions font un circuit plus indirect. Exactement. Voilà. Merci pour cette précision. Est-ce qu'on a encore le temps pour une dernière question, si vous le souhaitez ? Oui. Parce qu'en vous écoutant, évidemment, il y aurait besoin de beaucoup plus de temps pour développer une pensée. En plus, il y a plein de gens il y a plein de réflexions intéressantes, ça donnerait vraiment envie. Mais c'est vrai que cette histoire à la fois de culture et de solidarité, il y a beaucoup à creuser, beaucoup à dire. On s'est rendu compte, nous, dans les histoires au bout du fil, qu'on avait l'habitude d'employer le mot culture pour parler de notre art.
ce qui est quand même très abusif. Et dans les relations interpersonnelles avec les gens au téléphone, on échange, en fait. Ça, c'est vachement beau. Les échanges. Il y a une dame, par exemple, je pense qu'elle a eu tous les artistes des histoires au bout du fil. Elle a 98 ans. Elle n'est pas sortie de chez elle, même pour sortir les poubelles, depuis 2017, parce qu'elle est devenue moitié aveugle. Donc, c'est son auxiliaire de vie qui l'a inscrite la première fois, puis elle s'inscrit maintenant. Et tout ça. Elle nous remonte le moral à tous, quoi, parce qu'elle a une énergie phénoménale. Et puis, elle raconte des choses. Elle nous fait tous chanter Piaf, parce que quand elle était petite, elle a fait partie du chœur des enfants de Edith Piaf. Voilà. Et donc, cette histoire de culture, eh ben, c'est vrai que ça nous demande d'élargir un peu. Et puis, cette histoire de solidarité, il y a aussi, en vous entendant, par exemple, Anne, je me disais, j'ai eu, par exemple, personnellement, une dame qui m'a dit, mais moi, je vis toute seule. Et il n'y a pas de moment où je me sens plus misérable que si j'allais au resto toute seule, c'est horrible. Au spectacle toute seule, mais franchement, je me sens vraiment naze parce que je suis toute seule. En vacances toute seule, c'est terrible. Et donc, elle me disait, mais donc vous êtes une artiste, mais on peut vous voir en spectacle. Alors, je dis, bah oui. Oui. En vrai ? En vrai. Et donc, mais par exemple, si je viens vous voir, je pourrais venir vous voir dans les loges maintenant qu'on se connaît. Voilà. Il y a aussi toutes ces choses-là qui sont des choses modestes, mais quand même humaines, quoi. Ça se fabrique comme ça aussi, les fils, j'ai l'impression. Je crois d'ailleurs qu'il y a une démarche un peu VIP qui est intéressante là, avec Carte Blanche, qui va peut-être, enfin ça existe déjà, de dire de temps en temps, voilà, on accompagne des gens à aller voir des artistes de manière très privilégiée, quelque chose d'hors du commun, quoi, exceptionnel. L'idée de la médiation, c'est effectivement favoriser des moments un petit peu plus privilégiés. Voilà, quand une association fait remonter des besoins, des envies des personnes qu'ils accueillent, eh bien, on travaille une action avec le partenaire culturel ou sportif, celui qui est identifié. Et effectivement, l'idée, c'est de créer des moments plus spécifiques, des rencontres sur le volet sportif, par exemple, avec des entraîneurs, enfin l'entraîneur, avec les joueuses lors d'un entraînement, participer à la vie du club le soir d'un match, ou sur le plan culturel, c'est aussi pouvoir rencontrer les artistes. Ça s'est fait il n'y a pas très, très longtemps avec le Panonica, où un musicien s'est déplacé dans un foyer pour jeunes placés. Et après, ça s'est suivi d'une participation aux répétitions, à l'enregistrement du clip, et puis le soir du concert. Donc c'est vrai que c'est toutes ces petites choses qu'on arrive à construire et qui sont super importantes, parce que voilà, on place vraiment les personnes au cœur de l'action, et voilà, ils ont vraiment leur place. Un tout dernier mot avec Caroline Urbain, j'ai l'impression que vous aviez pris plein de notes. Ouais, ben voilà, alors peut-être le mot de la fin. Rencontre, hein, Il si est vous midi voulez, à peu près. On s'échange les 06 comme on dit maintenant. D'accord. Voilà, le 07 maintenant. Les 07. Ah bah ouais, mais wanadoo.fr quand même. Hein. Oui, moi j'aurais juste un petit mot à rajouter. Juste. Oui, alors un tout petit mot. alors, Oui, peut-être Yannick Jolivet, et puis vous Oui, finissez, bien Caroline sûr. Urbain. Oui, Ouais. je finis ou on commence. Oui, alors, dans toutes ces associations, il y a quand même des personnes très importantes, c'est le bénévolat qui accompagne. C'est-à-dire que nous, dans notre chorale, moi, chaque mois, j'ai 2 ou 3 personnes d'un coup de fil qui me disent « Votre chorale, c'est bien, j'aimerais bien y être, etc. » Et on s'aperçoit que beaucoup de gens viennent dans cette chorale, veulent venir dans cette chorale, pour être dans une chorale qui est bien, qui fait du bien, etc. On n'est pas là pour faire du bien, on en fait, mais c'est pas notre rôle, c'est d'accompagner. Et je leur dis, parce que je sens bien que c'est pour faire, je leur dis souvent, pour freiner un peu leurs ardeurs à venir. Je dis, écoutez, on n'est pas là, on vient pas dans cette chorale pour gagner des bons points pour aller au paradis. Ça veut bien dire des choses, parce qu'on sent que on n'a aucune obédience religieuse, mais on sent bien qu'ils viennent là pour faire du bien, dans le bon sens des... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et alors, les vrais bénévoles qui sont à la chorale, je peux vous dire que lorsqu'ils sont là, ils restent. Et ils sont vraiment du bénévolat, c'est de l'accompagnement. Et il n'y a surtout pas de le respect de chacun. Les autres personnes, on est tous égaux. Hein. Il n'y a pas de différence entre une personne précaire et nous.
pour éviter qu'il y ait un incident diplomatique, je souligne qu'il y a quand même aussi des gens pour qui le spirituel est très important. Ah oui, mais Du côté des bénévoles, dans la chorale. Dans la chorale. Oui, et on comprend bien ce que vous dites. On respecte tout à fait les comment. Voilà, c'est pas de la charité, mais il y a aussi des personnes qui viennent pour ça et qui y trouvent autre chose dans la chorale au clair de la rue. Ah oui, oui, bien sûr. Je peux en témoigner. Oui. Alors, Caroline Urbain. Justement, monsieur nous explique bien la différence entre la solidarité et la charité, qui ont ces deux notions ont toutes les deux leur place, d'accord. Et il nous explique bien aussi que la question du bénévolat, elle est importante. Et qu'est-ce qui va nous faire aller vers du bénévolat? C'est quelque chose d'intime, ça, et qui doit rester intime. Oui. Après, on peut se tromper de place. Mais ça, c'est intéressant aussi, parce que là, ça fait partie de l'intime. On ne saura jamais pour quelle raison mais profonde, un tel ou un tel ira vers quelque chose, et tant mieux si on ne le sait pas. D'accord ? Moi, je dirais, j'ai une phrase de Anne qui est aussi frappante, mais tous, vous avez dit, c'est se sentir habitant. Habiter un espace social, c'est hyper important. Parce que habiter, moi, justement, avec l'URIOP, on travaille beaucoup sur l'habitat inclusif. C'est pas que le logement. Habiter, c'est être dans un lieu dont on s'approprie, dans lequel on a des interactions. Et là, les propositions culturelles telles que vous les développez, elles sont très importantes. Et merci Anne, parce que ce mot, il est très fort. Et je viens, pour faire une autre journée, j'aurais bien une idée, parce qu'il nous manque quand même un petit peu une catégorie d'acteurs qui seraient un petit peu vos binômes qui ont pu profiter de vos propositions. Ça serait intéressant d'avoir leur parole aussi. Parce que, par exemple, il y a des personnes qui ne veulent pas aller toutes seules à un spectacle. Mais il y a des personnes, notamment celles qui sont en précarité, dont vous avez parlé un peu avant dans la matinée, qui sont souvent groupées, etc., qui ont envie d'aller seules pour s'extraire aussi d'un environnement. Donc, vous voyez, c'est au cas par cas qu'il faut vraiment réfléchir à ça, je pense. Parce que, puis c'est vrai, le fait de voir un artiste sur les bords de scène, etc., il faut aussi se dire qu'il y a effectivement des personnes qui vont dire « Ah waouh, ça c'est vraiment ce que j'ai envie de faire », et d'autres qui auront envie d'aller au théâtre et simplement repartir. Et je veux dire, elles auront aussi goûté de manière différente, mais de la même belle chose. Et voilà, et ça, il faut en tenir compte. Merci beaucoup, Caroline Urbain, sur ce plaidoyer autour de la notion d'habiter. La journée continue, il y a encore des ateliers, des pitchs, il y a de quoi se régaler, et d'habiter le Solilab, justement. Voilà, belle journée.